toute l'équipe. Voilà, donc on met ça en enregistrement pour que les personnes qui ne peuvent pas être là ce matin puissent la regarder. Elle sera disponible sur le site du CFF. Donc ce matin, on va passer quelques moments. Donc vous savez, on insiste beaucoup dans ce cercle pour que ce soit en présentiel. Et le Covid insiste beaucoup pour nous empêcher d'être en présentiel. Alors on s'est dit que plutôt que cette fois-ci encore annuler et reporter, on allait quand même voir toutes ces personnes, vous, qui êtes là, qui êtes intéressés par ce cercle, pour démarrer quelque chose. Et on a essayé de reconstruire notre journée du 27 par une introduction ce matin qui nous semble faisable en visio et pour pouvoir nous voir le 8 et faire que cette journée du 8 mars, elle sera un peu différente, mais on tient vraiment à ce que ce soit en présentiel, parce que ce sont des sujets, il est beau d'incarner, voilà. Et puis, donc, une fois qu'on se sera présenté et dire pourquoi on est là, on va donner la parole à Pascal qui nous expliquera les stats. Et puis, enfin, on aura des commentaires et bien sûr des questions et des réponses. Merci Marie-Hélène, si vous pouvez mettre à côté de votre nom la fondation dans laquelle vous êtes. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, ça ne devait pas être important. Voilà, il est 35. Moi, je propose qu'on démarre. Donc, pendant toute la réunion, bien évidemment, merci de fermer vos micros, comme vous l'avez déjà fait. Le chat, la discussion est disponible, donc vous pouvez poser des questions, mettre des remarques. Et puis, il y aura des moments où on va dire ouvrez les micros, puis on y va, c'est parti. Chacun pourra exprimer et on pourra converser et réagir par rapport à ce qu'on aura dans le cœur, dans la tête. Voilà. Alors, je propose à Caroline de nous dire pourquoi tu es là, Caroline. Pourquoi tu as envie de t'investir dans ce cercle. Alors, en fait… Je veux dire que tu es aussi, Caroline, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés, donc voilà. Bonjour. En fait, j'ai proposé à Jean-François et à Véronique que nous quatre qui allions vous parler derrière cet écran, c'est pas très chaleureux, mais c'est comme ça, de nous présenter parce que peut-être que je suis un petit peu obsédée par ça du fait de ma formation de journaliste, mais je me dis de quel droit ou en tout cas quelle est ma légitimité ou en tout cas d'où je parle pour vous raconter ce que je vais vous raconter aujourd'hui et peut-être dans les sessions suivantes. Voilà. Donc, et ce matin, je me suis dit, mais en fait, tout le monde fait partie, entre guillemets, d'une organisation humanitaire ou caritative. Moi, je suis journaliste, réalisatrice. Et donc, je me suis dit, en quelques mots, vous dire qu'est-ce qui, moi, m'a changé, m'a transformé et m'a poussé à m'intéresser, plus que m'intéresser, m'engager dans ce domaine de la lutte contre la pauvreté et la misère. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire que en fait, ce qui résume dans mon parcours cet engagement, c'est des rencontres. C'est des rencontres personnelles. Et la rencontre, alors, chez les chiffonniers d'Emmaüs, quand j'étais toute jeune et que j'avais 17-18 ans, et que par hasard, j'ai rencontré Emmaüs, enfin l'abbé Pierre qui s'est installé dans la ville où j'habitais avec mes parents à Tours, et je me suis engagée dans les communautés, les chantiers de jeunesse l'été, et là on était en contact avec des hommes qui étaient dans les communautés d'Emmaüs, et je pense que c'est vraiment ça qui a été le démarrage absolu, c'est que j'ai entendu, j'ai vécu avec eux, j'ai travaillé avec eux, et j'ai senti toute cette richesse qui était là, qui avait été voilà, de gens qui ont soit pas de chance, soit victimes d'un système qui les empêchait d'avancer. Et puis ensuite, peut-être la chose cette fois-ci totalement décisive, c'est la rencontre d'Athédé Carmonde et de Joseph Rezinski, et cette interpellation
qu'en fait, la connaissance, c'est-à-dire, en fait, se former comme on va à l'école, à la fois des volontaires, mais surtout peut-être des personnes qui vivent des situations de grande pauvreté. C'était ça qui nous permettait d'être le plus juste dans toutes les actions et dans la conduite et de notre vie professionnelle et de notre vie tout court. Et voilà, ça, c'est une des spécificités. Enfin, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, chez ATD Carmonde, voilà, avec Véronique, d'ailleurs, c'est comme Véronique Fayet, c'est comme ça qu'on s'est connus. On faisait des sessions de formation à Pierrelet où on a appris une multitude de choses. Et c'est peut-être ça qui me pousse aussi aujourd'hui à aimer transmettre. Voilà, par ailleurs, donc j'ai été journaliste. Maintenant, je fais du documentaire, de la fiction. Et à travers tous mes travaux, j'essaye de… Ben voilà, je ne travaille pas uniquement dans le secteur qui couvre ce qui nous rassemble aujourd'hui. En ce moment, j'écris un polar pour France 3. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement des choses qui sont, enfin, je veux dire, des films dits sociaux, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a conduit pendant toute mon activité professionnelle. Voilà. Merci Caroline. Véronique? Bonjour à tous. Voilà, bon, je suis vraiment contente de vous voir. On a bien fait d'annuler le 1er décembre parce que je n'étais pas que cas contact, j'avais vraiment le Covid. Et donc, on a été sage d'annuler. Voilà, donc je suis contente de vous voir aujourd'hui. Sans se concerter avec Caroline, bon, en même temps, ce n'est pas très étonnant parce qu'on est amis depuis longtemps. On a un peu le même parcours et moi, ce qui m'a façonné, ce sont les rencontres et notamment les rencontres avec des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Alors, la première rencontre, c'était aussi l'abbé Pierre, mais j'étais gamine, j'étais dans un collège, j'avais 12-13 ans. Et il racontait comment il avait rencontré son premier compagnon et comment il lui avait dit cette petite phrase magique qui remet debout. Il lui avait dit « J'ai besoin de toi ». Voilà. Moi, je ne peux pas grand-chose pour toi, mais j'ai besoin de toi. Et ça m'a vraiment touché en plein cœur, cette petite phrase qui remet les gens debout, en fait, quand on leur montre que voilà, ils ont une utilité, que leur vie a un sens, qu'ils peuvent contribuer à la vie de la société, etc. Voilà. Et puis, donc, après, beaucoup de rencontres par ATD Carmonde, des familles qui, sur Bordeaux, puisque moi, je vis à Bordeaux, vivaient des situations très difficiles, avec des enfants qui avaient l'âge de nos enfants. Et donc, notamment une famille avec qui on chemine depuis une quarantaine d'années. Voilà, la maman vient de décéder, mais on est toujours en lien avec les enfants, avec les petits-enfants. Et voilà, il y a des choses qui avancent, mais il y a des choses aussi qui sont toujours aussi difficiles pour les enfants aujourd'hui, avec des enfants qui sont placés, avec une maman qui, il y a quelques jours, n'avait plus rien dans son porte-monnaie. Voilà. Donc, et ce qui m'a toujours frappé dans toutes ces rencontres, ce que j'ai appris, c'est le courage des gens. J'ai toujours été bouleversée par le courage des gens et je me disais, mais jamais je pourrais affronter les difficultés qu'ils affrontent, jamais je pourrais affronter toute cette pauvreté, cette honte, ces jugements, ces difficultés, etc. Voilà, et c'est ce courage que je voyais dans toutes ces familles que j'ai rencontrées après dans ma vie d'élu, puisque j'ai été élu donc, pendant 25 ans à la ville de Bordeaux, en charge des questions de lutte contre l'exclusion, etc. Donc, je rencontrais aussi beaucoup de gens en grande difficulté. Et puis après, donc 7 ans au Secours catholique. Donc, beaucoup de rencontres et à chaque fois, un émerveillement devant le courage des gens qui me donnaient la force, voilà, de me dire, bon, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et donc, ces liens très forts d'amitié qui se sont créés au fil des années avec quelques personnes, parce que pour certaines, c'est des rencontres éphémères, mais pour d'autres, il y a des choses vraiment très durables. Eh bien, ces liens d'amitié, ça vous met en route pour un plaidoyer, parce que voilà, moi je dis, ce que subissent ces gens-là, ce qu'ils vivent, je ne l'accepterai jamais ni pour moi ni pour mes enfants. Donc voilà, il faut se battre pour que ça change. Il faut que ça change, il faut que la société change. Ce n'est pas possible de juste se dire, attends, je vais les aider là, et puis après ça ira mieux. Voilà, donc c'est un moteur très puissant, ces rencontres, et surtout ces rencontres d'amitié. Le pape a écrit tout un livre, là, Fratelli Tutti, tous frères, sur
l'amitié sociale et la fraternité. Voilà, donc ces rencontres d'amitié, de fraternité, ben moi, ça me booste pour continuer à m'engager et à me battre tous les jours. Voilà. Même si, voilà, de Bordeaux, en temps de Covid et tout, on a un petit coup de mou quand même. On a un petit coup de mou, mais voilà, vous allez nous redonner aujourd'hui de la motivation et du courage. Merci. Merci Véronique. Pascal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je travaille au Secours catholique et je travaillais ailleurs avant et depuis quelques temps, j'avais une envie de donner un peu plus de sens à ce que je faisais. Je suis statisticienne et j'ai vu passer cette offre du Secours catholique. Je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, je pense, et je me suis dit, bon, bah, je tente. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas aussi connu que l'abbé Pierre, mais qui est au Secours catholique Clé, qui est Bernard Schrick, qui était mon directeur à l'époque. Et c'était flagrant parce que lors de mon entretien avec lui, je me suis vraiment dit, ah, mais en fait, que j'y aille ou pas, j'ai déjà appris plein de choses en 2 heures et j'ai déjà l'envie justement de faire des choses avec cette association. Et depuis ça a renforcé, ça fait du coup 8 ans que j'y travaille et ça a vraiment renforcé ma conviction et avec mon domaine d'activité que justement si on peut creuser, pouvoir montrer des choses sur la pauvreté et notamment avec le côté statistique, mais pas que. Le courage dont parlait Véronique, c'est important qu'il puisse être vu et vu par l'ensemble de la population plutôt que la stigmatisation que subissent bon nombre de personnes pauvres. Et du coup, j'ai vraiment cette envie d'apporter ma pierre avec mes connaissances à moi et toutes les rencontres que j'ai eu la chance de faire aussi pendant ces 8 ans. Alors, très rapidement, pourquoi j'ai proposé au Centre français des fondations de monter ce cercle. C'est d'abord parce que j'ai eu vraiment une rencontre il y a 11 ans d'un garçon qui est une rencontre providentielle, un garçon qui s'appelle Mohamed, qui est arrivé en France il y a 20 ans. Il avait 20 ans, il a fui son pays. Et en fait, ça fait 11 ans qu'il est sans papier. Donc, je l'accompagne. C'est devenu en fait, un membre de la famille. Il a 31 ans aujourd'hui. Et en fait, très souvent, il me dit, Jean-François, tu peux pas comprendre ce que je vis. Et en fait, je lui dis, c'est vrai, Jean-Baptiste, c'est vrai, je ne peux pas comprendre. Parce que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas avoir de papier. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir peur tout le temps. Et donc, voilà. Donc, ce garçon m'a vraiment aussi, moi, totalement, mais c'est bouleversant de voir la force. Et comme on parle de cercle des fragilités humaines, voilà, qui est fragile, vous voyez. Donc, voilà, la fragilité, c'est vrai qu'il y a des forces énormes. C'est un garçon qui est courageux. Alors, bon, voilà, je ne vous parle pas de tout ce qu'il fait, mais en tout cas, si on a voulu décider de faire ce cercle et qu'avec tout le bureau, on l'a lancé, c'est pour qu'on puisse partager, parce qu'en fait, aussi, après, par l'association de Rocher, dans lequel je travaille, et aussi cette fondation, et en rencontrant plein de fondations, je me suis rendu compte à quel point il était hyper important, en tout cas pour moi, c'est essentiel de toujours retourner à la personne. En fait, on est en permanence, il ne faut jamais oublier qu'on travaille pour des personnes. Et parfois, ils sont tellement nombreux qu'on peut l'oublier. Donc, on aurait aimé vous passer la parole à chacun, et c'est pour ça qu'on veut le faire en présentiel, parce qu'en fait, c'est vraiment un cercle dans lequel on va s'enrichir les uns les autres sur des expériences, sur des remarques, sur des façons de travailler. Et donc voilà, ce sera l'esprit du 8 mars et de tout le temps après. On va démarrer avec Pascal. Donc Pascal, tu vas nous décoder, nous donner ce rapport fin de dignité. Merci Pascal. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Je vais mettre en plein écran. Tu te mets en diapo, oui, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Génial, merci. Très bien. Donc ça, je vais vous évoquer le rapport statistique du Secours catholique qui est sorti en novembre 2021, en commençant en vous disant pourquoi nous, Secours catholique, on réalise un rapport statistique chaque année depuis maintenant près de 30 ans. En fait,
évidemment, il y a beaucoup de choses et on en parlera sûrement aussi le 8 mars. Hein, l'INSEE produit des statistiques, mais la statistique publique ne couvre pas l'ensemble des situations des personnes en situation de précarité ou pauvreté. Par exemple, le recensement ne se fait que dans ce qu'on appelle des logements ordinaires. Donc, les personnes qui n'ont pas de logement, il y a des études qui se font, mais vraiment de façon beaucoup moins récurrente. Et nous, on les rencontre, ces personnes, et aussi les personnes en situation de non-droit au travail et sans papier, comme la personne Mohamed qu'évoquait Jean-François. Donc, et nous, on est vraiment présent. Il y a près de 60 000, un peu plus de 60 000 bénévoles au Secours catholique pour un peu moins de salariés. On a un maillage territorial très fin. Donc, on rencontre beaucoup de personnes, hein, plus d'1 million en général par année. Et quand on les rencontre, nos bénévoles posent des questions, mais posent des questions dans le cadre de l'accompagnement des personnes et remplissent un dossier. Et du coup, il y a cette légitimité de poser les questions pour pouvoir accompagner au mieux les personnes dans leur situation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on extrait une fois par an des fiches statistiques qui nous permettent, nous, au siège, de travailler les données. Mais donc, on n'est pas dans un recueil pour un recueil, mais vraiment dans une continuité pour ensuite pouvoir avoir ce rendez-vous annuel médiatique et institutionnel pour le Secours catholique et pouvoir porter nos plaidoyers, puisque la statistique, pour nous, et les données qu'on met en avant sont une des bases de nos plaidoyers. Je vais commencer par vous présenter le profil général. Donc, c'est vraiment des données où on a un historique, où on a vraiment des informations chaque année. Et ensuite, je ferai un petit point sur l'enquête spécifique qu'on a menée en 2020 en plus. Alors, le profil général concerne l'année 2020. Donc, on sort un rapport en 2021. Il est sur l'année 2020. Donc, c'est toujours juste l'année d'avant. Donc, là aussi, on a cette particularité d'avoir des données très récentes pour nos rapports. En 2020, on a eu 38 800 fiches statistiques qui contenaient des informations démographiques, de situation par rapport à l'emploi, aux ressources et conditions de vie. Vous êtes évidemment au courant que 2020 n'était pas une année très simple. Et donc, d'habitude, on en a le double de fiches statistiques. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très solide. En 2020, évidemment, avec l'activité restreinte, avec la fermeture de locaux pendant plusieurs mois, cette activité de recueil de fiches statistiques n'a pas été la priorité et c'est vraiment complètement normal. Néanmoins, on a quand même près de 40 000 fiches statistiques et une robustesse dans le temps qui nous permettent de continuer les constats. Donc, en 2020, on a rencontré 777 000 personnes, dont 409 500 enfants. Là aussi, c'est près du double les autres années. On a beaucoup, vous avez pu voir tous les reportages en 2020 où on pouvait pointer telle ou telle nouvelle forme de pauvreté. Nous, ce qu'on a pu voir au travers de nos données, ce n'est pas forcément une rupture forte, une grande vague en 2020, mais plutôt des précarités déjà existantes avant et qui se sont éventuellement aggravées, mais aussi quelques signes d'évolution liés au contexte de crise et je l'évoquerai un peu après. Donc, pour catholique, on rencontre une majorité de familles et notamment une forte part de familles monoparentales. Vous pouvez le voir, on est à près de 3 ménages sur 10 si on additionne les mères isolées et les pères isolés. Et là, justement, en 2020, on a une réaugmentation de 2 points, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, donc à creuser aussi. Et la deuxième population la plus présente, c'est les hommes seuls, qui sont près du quart des ménages rencontrés. Pour les familles monoparentales, on est sur 3 fois plus de familles monoparentales rencontrées au Secours catholique que dans la population générale qui vit en France. On a également une population plus jeune que la population générale. Qu'on peut voir sur le graphique, là, c'est en... Oui. Attention. Question peut-être ou non? C'est bon, je continue. Donc, ce qu'on peut voir là en orange plus clair, c'est la population générale et on a mis les populations qu'on rencontre, françaises ou étrangères. Donc, vous voyez, 3/4 des personnes qu'on rencontre, donc là, on a mis les adultes et les enfants, ont moins de 45 ans et c'est la moitié dans la population générale. On est plus sur des jeunes de moins de 40 ans, pas forcément des beaucoup plus jeunes
en chef de famille, comme on peut dire, mais beaucoup d'enfants aussi qu'on rencontre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre signal important et qui est un signal qu'on appelle plus un signal faible, c'est le vieillissement plus rapide que dans la population générale des personnes qu'on rencontre. Il y a 8% des Français qu'on rencontre qui ont plus de 65 ans. Et on est là depuis 3-4 ans à une augmentation de 1 à 2 points par an. Donc là, c'est quelque chose qui, comme si une forme de pauvreté des personnes les plus âgées revenait de façon un petit peu plus forte. Donc c'est vraiment quelque chose aussi à garder en tête et à continuer à étudier. Dans les équipes du Secours catholique, on est vraiment sur une forte augmentation de la part d'étrangers rencontrés. Vous voyez, c'était 30% en 2010 et on atteint 46% en 2020, et avec une part non négligeable de personnes qui sont sans papier ou en attente de statut. Il y a 7 fois plus d'étrangers que dans la population générale. La part dans la population générale ne varie pas énormément depuis plusieurs décennies. On est autour des 7-8%. Et donc là, ça montre l'extrême précarisation et fragilité des personnes étrangères rencontrées. Je vais évoquer le niveau de vie. Le seuil de pauvreté en 2019, c'est un peu plus de 1 100 €. Et en 2020, le niveau de vie médian des personnes accueillies par le Secours catholique, c'était 537 €, donc à peu près la moitié. Et médian, ça veut dire que du coup, la moitié des personnes qu'on rencontre ont plus de 737 €, l'autre moitié a moins. Et on a 2 tiers des ménages qui vivent sous ce qu'on appelle le seuil d'extrême pauvreté, qui est à 40% du revenu médian. Et aussi 22% des ménages qui, quand on les rencontre, n'ont aucune ressource financière. Donc, c'est une part vraiment très importante. On peut dire que voilà, on rencontre une bonne partie des personnes les plus pauvres en France. On a une part importante de personnes en âge actif, vous avez vu, plutôt des personnes plus jeunes que dans la population générale, et pourtant une inactivité encore majoritaire cette année, et elle l'était les années précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle inactif, c'est un terme qui gratte souvent, notamment auprès de nos bénévoles qui, à la retraite, ne se sentent pas du tout inactifs, mais c'est une norme. On est considéré comme inactif quand on n'a pas d'emploi ou quand on n'est pas au chômage. Et donc, ça peut être toute forme d'inactivité, donc la retraite, les étudiants sont considérés aussi comme inactifs, mais aussi les personnes au foyer. Et en tout cas, au Secours catholique, nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les personnes qui n'ont pas le droit de travailler, donc les personnes sans papier qu'on rencontre, et puis des personnes qui, de toute façon, n'ont pas de statut d'activité et sont vraiment très éloignées, on pourrait dire presque à la marge de la société, mais qu'on rencontre aussi quand même, et ce qui fait qu'on a cette majorité d'inactivité. Et si on prend les personnes qui sont en emploi, je vous parlais des petits signaux, en 2020, on a pu voir une augmentation de la part de personnes en intérim, de travailleurs ou travailleuses indépendants ou des personnes très récemment au chômage, et ça montre qu'elles ont été moins protégées par les filets de sécurité mis en place par le gouvernement. Peut-être les autres l'ont été un petit peu plus, et là, on voit que pour ces contrats précaires ou des gens qui étaient dans des emplois précaires qui ont dû basculer au chômage, on est sur une moindre protection lors de la crise sanitaire. Il y a 46% des ménages qu'on rencontre qui sont en situation d'impayés, qui ne peuvent pas régler leurs factures et qui viennent souvent nous voir pour ça. Donc, c'est un peu moins de la moitié. Ça peut paraître relativement peu finalement, et ça a baissé depuis plusieurs années, mais c'est parce que justement, les personnes que j'évoquais tout à l'heure qui n'ont pas de ressources financières, qui n'ont pas forcément de logement, eh bien, paradoxalement, elles n'ont pas les moyens d'avoir des impayés. Donc, c'est aussi une situation à garder en tête. Mais ça fait quand même la moitié des personnes qu'on rencontre qui sont en situation d'impayé, principalement liées au logement. Vous voyez, mensualité d'accession pour 42%, gaz, électricité pour 38%, une part de découvert bancaire aussi. Et on a ce montant d'impayé qui a augmenté en 2020 d'une vingtaine d'euros pour atteindre 777 €. Et là, le fait peut-être qu'il n'ait pas augmenté plus, là, on voit peut-être l'effet positif des filets de sécurité mis en place. Donc, on voit, il y a une part des ménages qui sont endettés, mais pas surendettés. On a très peu de personnes qu'on rencontre qui sont en surendettement, qui pointe qu'un niveau de vie même légèrement supérieur serait utile pour aller au moins un petit peu mieux dans le quotidien.
Par rapport au logement, on a 32% des ménages qu'on rencontre qui vivent en logement instable ou sans logement. Et là, si on regarde au niveau de la nationalité, donc les étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou non, 56% vivent dans des logements instables ou sans logement du tout. Depuis quelques années, on essaye d'estimer le non-recours au RSA et aux allocations familiales parmi les personnes qu'on rencontre. Donc là, vous voyez, il y a deux mesures parce qu'on n'a pas l'ensemble des informations qui nous permettent cette estimation. Du coup, on prend une fourchette haute et basse et ça nous permet d'avoir une estimation qu'un tiers des ménages éligibles ne perçoivent pas le RSA. Donc, on est vraiment dans un questionnement. On a aussi fait un autre rapport que je pourrais vous partager où on essaye de creuser ce non-recours. On a travaillé avec l'Observatoire du non-recours là-dessus, puisque les ménages qu'on rencontre éligibles, on pourrait se dire que c'est presque automatique qu'on mette en place quelque chose, ou nous, ou elles, ou les assistants sociaux. Et néanmoins, il y a un tiers des ménages qui ne perçoivent pas le RSA pour diverses raisons. Et c'est ça qu'on essaye de creuser et comprendre un petit peu mieux. Il y a évidemment la stigmatisation des personnes qui le perçoivent, mais également les complexités des dossiers ou des périodes. Voilà, on est sur des vies qui ne sont pas linéaires, donc des périodes de rattrapage, des périodes où on ne le touche pas et pour le retoucher, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment très préoccupant. En 2020, on a pu voir avec certains élargissements, voilà, certaines choses qui ont été mises en place pour que ce soit moins restrictif ou moins compliqué la continuité des dossiers. Il y a eu une légère baisse du non-recours. Et maintenant, je vous montre le non-recours aux allocations familiales qui nous poserait aussi beaucoup de questions et qu'on va creuser un petit peu plus, on l'espère assez rapidement, puisqu'il y a plus du quart des ménages éligibles qui ne perçoivent pas les allocations familiales. Et là, on n'est vraiment pas sur la même chose que le RSA. Donc, on est vraiment en questionnement par rapport à tout ça. Ça peut être en bonne partie les personnes d'Union européenne qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas forcément ce rapport avec la CAF, mais il y a peut-être d'autres choses qui se jouent, donc on veut vraiment creuser. Et là aussi, à noter en 2020, une légère inflexion. Donc, ça, là, ces deux inflexions, même si on est sur des niveaux de non-recours importants, nous montrent que peut-être si certaines choses de simplification étaient un petit peu plus mises en place pour ce recours et cet accès, ça pourrait être facilité pour bon nombre de personnes. Je vais maintenant évoquer les besoins exprimés par les personnes qu'on rencontre, puisque quand elles poussent les portes de nos accueils, évidemment, on demande et puis elles nous disent pourquoi elles sont venues. Le premier besoin reste celui d'écoute et d'accueil et d'accompagnement, et puis de ce temps qu'on prend avec elles sans forcément attendre quelque chose et de pouvoir être justement dans une forme de rencontre où on existe, pas forcément seulement comme un dossier ou comme des problèmes à traiter. Il y a vraiment ce besoin-là et cette reconnaissance de ce qu'on peut apporter par rapport à ça. Et en 2020, sans trop de surprise, la demande d'aide alimentaire a augmenté de 4 points pour atteindre 54% des demandes exprimées par les ménages. Du coup, je vais justement passer au focus sur l'aide alimentaire et l'accès à l'alimentation. Cette augmentation, elle a été générale dans nos accueils. Peut-être vous dire en effet qu'en 2020, et Véronique pourra revenir dessus si elle le souhaite, mais il y avait du coup cette obligation de protection de l'ensemble des personnes et notamment de nos bénévoles qui a fait qu'on a fermé les locaux pendant le confinement, mais il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place, des chaînes de la fraternité par téléphone, mais aussi cette distribution massive de chèques services pour les personnes qu'on rencontrait pour parer aux problèmes encore plus forts lors du confinement, et avec l'idée que ce n'était pas des colis, mais des chèques services pour que les personnes puissent acheter ce dont elles avaient besoin, ce qu'elles voulaient acheter dans plusieurs enseignes. Et du coup, voilà, il y a eu aussi cette augmentation, nous, des moyens qu'on a mis en place avec 5 millions d'euros distribués en 2020 en chèque service. Ce que la demande alimentaire et ce que la précarité alimentaire montre, c'est aussi des profils variés.
on peut voir des personnes qui demandent cette aide alimentaire qui sont des personnes en situation de pauvreté extrême, des personnes qui sont dans une survie au quotidien. Et donc, cette aide alimentaire, elle vient avec d'autres aides pour essayer de maintenir et de survivre. Et on a aussi des ménages qui vont peut-être être un peu moins pauvres financièrement, qui vont avoir un logement, et dont les budgets sont beaucoup trop serrés pour faire face aux dépenses du quotidien. On est vraiment dans cet alimentaire comme variable d'ajustement et comme difficulté aussi au quotidien. On a distribué ces chèques services et on s'est dit que peut-être justement c'était, j'aime pas trop ce terme, mais profiter de ce moment pour interroger un petit peu plus les personnes à qui on avait attribué ces chèques services. On avait quelques listings et on a tenté du coup une enquête par téléphone. Il y a 1088 ménages qui ont participé à l'enquête. Cette enquête, on l'a menée en 2021. Donc, il y a des questions sur 2020 et 2021 dans 12 départements français. On a posé des questions aussi de démographie, d'activité, mais aussi on a questionné l'insécurité alimentaire et les préoccupations par rapport à la santé. Donc, je vais vous en présenter quelques points. Peut-être dans ces 12 départements, on a, pour s'organiser, pour essayer de tenir nos délais, on a pris les départements où on avait le plus distribué de chèques services. Donc, il y a le Gard, il y a la Seine-Saint-Denis, par exemple. Et du coup, le profil est peut-être un peu différent de l'ensemble des personnes qu'on rencontre. Il y a 70% des répondants à cette enquête qui ont des enfants. C'est un peu près 50% dans l'ensemble des personnes qu'on rencontre. 60% qui sont de nationalité étrangère. Donc voilà, c'est plus que dans l'ensemble. 43 qui ne perçoivent pas de ressources financières. Donc là aussi, c'est 20 points de plus que dans l'ensemble des personnes qu'on rencontre. Donc ça, voilà, on sait que l'échantillon n'est pas le même dans sa distribution. Et puis, il y a beaucoup moins de monde qui ont répondu. Mais du coup, ce qu'on pointe là, même si on ne peut pas transposer ces pourcentages directement sur l'ensemble des personnes pauvres en France, ça donne des signaux quand même. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et ce qui est important aussi, c'est 57% de ces ménages qui ont demandé une aide alimentaire pour la première fois en 2020, que ce soit au Secours catholique ou dans une autre association. On leur a demandé s'ils avaient déjà eu recours à une aide alimentaire avant. Et plus de la moitié n'avaient pas eu recours à cette aide avant. Il y a eu évidemment le choc de la crise sur ces budgets, le choc du confinement sur les budgets des ménages. 3 ménages sur 10 ont subi une perte de revenus, principalement en lien avec le travail. Donc, 3 sur 10, ça peut aussi paraître peu, mais vous avez vu, il y en a très peu qui de toute façon avaient un travail dans cet échantillon. Et 6 sur 10 qui ont vu leurs dépenses augmenter du fait de la fermeture des cantines scolaires. Et donc, ce double choc-là, de baisse des revenus, d'augmentation des dépenses, il est très long à résorber pour les personnes en situation de pauvreté qui ont déjà des budgets très, très, très serrés. Et en fait, on peut se dire, oui, mais les cantines, elles ont fermé finalement au printemps 2020, après ça allait mieux. Mais quand on a très peu pour vivre au quotidien, mais ça met beaucoup plus de temps que quand on a les moyens finalement, dans un temps donné, d'avoir plus de repas à préparer, d'avoir plus de courses à faire. C'est vraiment un temps qui n'est pas du tout le même quand on est en situation de pauvreté. Je vous parlais de l'insécurité alimentaire. On s'est inspiré d'une grille de questionnement de la FAO des Nations Unies en posant des questions sur… on a posé toute une série de questions sur est-ce que vous avez été inquiet de savoir ce que vous alliez préparer? Est-ce que vous aviez vous n'avez pas pu acheter la diversité que vous souhaitiez? Est-ce que vous vous êtes privé d'un repas par jour? Est-ce que vous vous êtes privé de manger toute une journée? Ces questions-là, on les a posées sur 2021, justement, puisqu'on s'est dit, on a mené l'enquête en mai-juin. Donc, on s'est dit, il faut que ce soit frais dans la mémoire des gens. On pose la question sur 2021 et justement, on va voir où on en est. Et à ces questions-là, on pouvait répondre jamais, parfois, souvent, fréquemment. Et donc, il y a 89% des ménages qui sont en situation d'insécurité alimentaire encore en 2021. Et 27%, c'est une insécurité alimentaire grave. Ça veut dire que ça leur est arrivé de se priver de manger
toute une journée de façon fréquente dans les deux derniers mois. Encore une fois, l'échantillon est assez particulier, mais néanmoins, si pour cet échantillon, il y a 27%, ça veut dire que ça existe pour l'ensemble des personnes en situation de pauvreté en France. Et donc, c'est vraiment dramatique. On a aussi interrogé sur les préoccupations par rapport à la santé. Il y a 83% des personnes qui se disent préoccupées des effets de leur alimentation sur leur santé, mais la moitié pointe les difficultés financières qui empêchent d'y faire davantage attention. Donc là aussi, les personnes en situation de pauvreté sont tout à fait conscientes des effets que peuvent avoir l'alimentation sur la santé. J'en ai terminé, donc je ne sais pas, peut-être quelques questions, Jean-François, je pense, et puis… Voilà, écoutez, pour cette première partie, s'il y a des questions, des remarques, elles sont les bienvenues. Pascal et d'autres pourront y répondre. Et sinon, je peux, le temps de vous laisser digérer ça, lancer une toute petite vidéo de 3 minutes qui va donner un peu de chair à tous ces chiffres. Voilà, je lance cela et puis, bien évidemment, on vous écoute. Donc, la vidéo. Tac, tac, tac. Pour moi, la galère, ça a été surtout des grandes souffrances intérieures. Parce que c'est des souffrances qu'on ne calcule pas, qui viennent comme ça, qui vous tombent dessus, qui font mal, qui vous mettent même à bas. Et il faut arriver à ramer dans ces galères, parce que c'est ça une galère, c'est ramer. Et essayer d'arriver aussi au port et de s'en sortir. Alors voilà, je crois que pour moi, ma plus grande galère, ça a été le fait, c'est l'abandon. Je me suis senti longtemps abandonné moi-même. Et j'ai dû abandonner un temps mes enfants. Et ça, pour moi, ça a été la déchirure totale. Parce qu'une mère, elle n'est pas faite pour abandonner ses enfants. Même si c'est du provisoire, même si on sait que ça ne durera pas. Mais il y a un rejet qui se fait dans une vie pour une mère. Et ça, c'est très, très dur. Et je le souhaite à personne. Et surtout pour celles qui vivent ça, je leur dis de s'accrocher. Parce que même si c'est des temps durs, on s'en sort toujours. Mais c'est vrai que ça détruit une femme. Dans mon enfance, moi je me rappelle, on avait ramassé comme ça dans la rue un petit chardonneret qui était blessé. Et puis on le met dans une cage, et puis on lui donnait des graines, et puis on le soignait, on l'aimait bien, et puis il chantait. Et puis on a eu tellement de souffrance, tellement de peine, papa n'écrivait plus, on ne savait plus, on n'avait plus d'argent, et on pleurait, ma mère pleurait. Moi, j'allais bien voler à droite et de gauche des fleurs pour lui apporter, faire des petites délicatesses comme ça. Et puis, un beau jour, c'était un peu mieux, un petit peu de soleil est venu dans la maison. Et puis, on a regardé la cage du chardonneret. Il était mort. C'est ça la misère. Ne jamais pouvoir être sûr de garder ceux qu'on aime. Aujourd'hui, en France comme dans le monde, la misère s'étale, insolente. Des millions d'êtres humains sont privés d'une existence digne. C'est quoi ta parole de vie pour demain? C'est la confiance. La confiance dans l'avenir. C'est de retrouver la confiance dans l'avenir. De ne plus avoir peur de demain, après-demain, tout ça. C'est de retrouver une sérénité. Et pour ça, c'est de retrouver la confiance. Mais la confiance vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. Et quand tu as cette confiance-là, après l'avenir, il devient plus calme, plus serein. Et tu vois ça d'une manière plus douce. Alors que quand tu te dis, oh, demain c'est encore la galère, ras-le-bol. Eh bien, il faut que... Moi, je crois que pour retrouver un goût de vivre, il faut retrouver l'espérance du lendemain. Voilà, quelques petits exemples. Donc, est-ce que je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, donc vous pouvez ouvrir vos micros.
peut-être qu'on peut maintenant échanger à la fois sur ce qui a été dit par Pascal, mais également sur toutes les questions qui vous taraudent. Vous avez envie de vos partages. Voilà. Merci, c'est à vous. Caroline, tu veux nous dire quelque chose? Ouvre ton micro, Caroline. Caroline, s'il te plaît. Elle est où, Caroline? En fait, je voulais juste apporter une petite précision par rapport à la vidéo que vous venez de voir passer, parce que le petit chardonneret là qui arrive, peut-être que ça peut vous paraître un petit peu... enfin bon, voilà, c'est un peu en dehors de son contexte. Il se trouve que cette histoire-là, elle m'a été racontée par le père Joseph Rezinski, donc le fondateur d'ATD Quart Monde. Et c'est un homme qui est né dans la misère, et cette histoire de ce petit oiseau qui est mort alors que voilà, il vivait avec sa famille une période très très dure où ils ont fermé les volets et où il ne s'est rien passé pendant 3 jours tellement ses parents étaient abattus. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a absolument bouleversée, parce que je n'imaginais pas à ce point-là comment la misère pouvait détruire aussi les liens dans les familles. Et il le dit très clairement quand il dit on n'a même pas le droit de s'aimer. Voilà, donc c'était juste une précision, c'est l'histoire de Joseph, une partie de son enfance en tout cas. Voilà. Merci Caroline. Alors je vois Dominique. Dominique, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Donc Dominique Lambert de la Fondation Soprastari Institut de France. Merci beaucoup pour cette enquête qui est très intéressante. En fait, moi, j'avais à la fois une remarque et une question, c'est que nous, à la Fondation, on a un prisme qui est l'inclusion numérique. Donc, en fait, on soutient des projets numériques solidaires. Et en fait, pendant la crise sanitaire, on a fait une enquête avec l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives sur la thématique numérique et fragilité humaine. On a publié un livre blanc à cet égard et on s'est aperçu, en fait, je voulais avoir votre avis là-dessus, que la crise, elle a à la fois accéléré la transition numérique, puisque bon, elle nous a permis de continuer à travailler, aux jeunes de continuer à étudier, de garder un lien social avec les personnes isolées ou malades, mais en même temps, elle a aussi aggravé les inégalités qui étaient préexistantes, un peu comme vous l'avez dit, pour ce problème d'accès aux droits et de personnes qui sont très éloignées du numérique. Et que c'est un peu la double peine quelque part, et qu'au niveau des acteurs sociaux, il y a eu un peu un double phénomène, c'est qu'au départ, il y avait un petit peu de rejet par rapport au numérique dans l'accès aux droits, et la crise a obligé un peu les acteurs sociaux à se saisir de tous ces sujets et donc à aider les personnes. Notamment, il y a une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Solinum, qui a mis en place un système de géolocalisation pour orienter justement les personnes vers les associations qui restaient ouvertes et qui pouvaient continuer à aider. Mais ce que je voulais dire, c'est comme on va vers une société du tout numérique, il y a quand même ce problème au niveau de l'accès aux droits aussi du numérique. Et moi je voulais savoir si, par rapport à ça, vous aviez eu des retours. Merci. Je laisserai aussi Véronique compléter si elle le souhaite. En tout cas, pour parler au Secours catholique, vous avez tout dit. C'est en effet ce phénomène de double peine, en fait, qu'on a accéléré cette transition, mais on a aggravé ces inégalités. Et on a eu des retours en ce sens. Et puis, alors notamment, on pense aussi aux familles pour faire les devoirs pendant ce confinement, où les personnes qui n'avaient pas d'ordinateur ou un seul ordinateur pour 3 enfants, 2 enfants, plus le ou les parents, ça a été vraiment très compliqué. Alors, en tout cas, on a essayé de parer au plus pressé au Secours catholique en prêtant ou on recycle aussi pas mal d'ordinateurs et on essaye de faire des choses, mais il y a vraiment des plaidoyers à porter sur ce sujet-là et on tente de le faire. Et puis, parce qu'il y a le côté accès matériel qui des fois suffit pour certains, et puis cette non-habitude par rapport
aux outils numériques qui est un autre point. Donc, on est de toute façon en lien avec plusieurs acteurs et on essaye de faire avancer les choses aussi. Et j'avais vu un début de présentation de l'enquête que vous avez menée qui était vraiment très intéressante. Peut-être intéressant de la partager aussi à ce cercle, je pense. Oui, bien sûr. Elle est disponible sur notre site internet, mais je peux vous mettre le lien. Oui, c'est sympa de le mettre dans le chat. D'accord. S'il vous plaît, comme on l'a fait pour l'enquête plein d'idées. D'accord? Comme ça, chacun peut la récupérer. Oui, je peux apporter un petit complément sur cette question extrêmement complexe et assez paradoxale, parce qu'en fait, effectivement, beaucoup n'ont pas accès au numérique parce qu'ils n'ont pas les outils, l'ordinateur, le smartphone qui va bien, mais certains sont très, très, très agiles, et beaucoup, et notamment les jeunes. Cette jeune femme, la Sabrina, que je vois très régulièrement, je suis épatée de son agilité pour aller sur le site de la CAF, pour aller sur le site de la Sécu. Elle est vraiment championne. Donc, ils sont quand même aussi, ils ont aussi cette agilité, mais pas tous. Voilà. Alors, on avait vu le problème au moment du grand débat, puisque le Secours catholique avait organisé 300 petits débats pour le grand débat, justement pour que les gens puissent exprimer à la fois leur colère et en même temps leurs propositions. Et cette question du numérique était déjà beaucoup, beaucoup remontée. Et donc, quand est arrivé le Covid, on n'avait pas eu le temps encore vraiment, nous, de s'en saisir, mais il y a Emmaüs Connect qui fait des très belles choses, il y a plein de gens qui font des belles choses. Et en fait, il doit y avoir un double mouvement, je pense, parce qu'à la fois, il faut aider les gens à s'équiper, à devenir performants, à devenir plus agiles, ça c'est très, très, très important, mais il faut aussi résister au tout numérique. Parce que ça tue tout le monde, pas que les pauvres. Plein de personnes âgées, plein de gens modestes, pas franchement en difficulté, mais obligés de faire du tout numérique, du tout virtuel, de taper sur la touche 1, puis de taper sur la touche 4. Ça tue complètement toute relation. Et donc, dans le grand débat, par exemple, on avait effectivement vu que les gens voulaient avoir accès au numérique de manière plus facile, mais qu'ils voulaient aussi, et c'était une demande forte, des maisons d'accès au droit proches de chez eux, avec des personnes. Et ça a été partiellement entendu. Voilà, il y a un programme de développement de maisons d'accès au droit, donc une maison plus polyvalente où il y a la CAF, Pôle emploi, la sécurité sociale et plein d'autres services, mais avec des personnes. Parce que voilà, je crois qu'il faut aussi résister à ce tout numérique qui nous déshumanise et qui pénalise pas que les pauvres, bien au-delà, qui pénalise tout le monde et qui tue la relation humaine. Donc voilà, il faut vraiment être dans ce double mouvement d'accélérer le développement numérique et en même temps de résister. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est exactement ce qui est remonté de notre enquête également et de ce qu'on a indiqué dans notre livre blanc numérique et fragilité humaine, c'est que le numérique, c'est un outil et qu'il n'a de sens qu'avec un accompagnement humain. Et ça, c'est tout à fait vrai et c'est très, très important. Nous, on le met également beaucoup en avant. Et ce que vous dites aussi également est très vrai, à savoir qu'il y a beaucoup de personnes en situation de précarité qui manient bien le numérique ou déjà qui ont un téléphone, tout simplement. Et nous, on le voit notamment avec une association qu'un de nos collaborateurs a créée qui s'appelle Adileos, qui est un portail de services numériques pour les accompagnants sociaux et les personnes en situation de grande précarité. Et en fait, on a installé des bornes Wi-Fi un peu partout dans tous les organismes, les structures d'aide, parce que leur problème, c'est pas tant de l'usage, mais c'est de payer l'abonnement. Et donc, en fait, voilà, avec les bornes Wi-Fi, du coup, ça règle le problème. Mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, que le numérique, c'est un outil et le sujet, c'est comment bien l'utiliser. Voilà. C'est ni bon ni mauvais en soi, c'est comment bien l'utiliser et avec un accompagnement humain, c'est extrêmement important. D'ailleurs, bon, il y a le fameux plan de France Relance du gouvernement qui est encore en cours là, de mettre en place 4000 médiateurs numériques. Donc, effectivement, on peut espérer que ça va dans ce sens. Alors, avant de donner la parole à Thierry, parce que je crois que vous avez levé la main, il y a eu je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y a une chaîne de distribution alimentaire, pour ne pas la nommer Carrefour, qui a monté une caisse blabla. Donc, en fait,
il y a une caisse qu'ils ont mis en test où on peut parler avec la caissière. Et en fait, ils sont extrêmement étonnés parce que d'abord, ils avaient des idées en se disant c'est plutôt les vieilles personnes, etc. Et en fait, une caisse qui a un succès dingue, et ils sont vraiment étonnés de voir que ça peut être des jeunes. Enfin, en fait, c'est un endroit où les gens ont envie de parler. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui crève l'écran, évidemment, mais sauf que parfois on l'oublie. Les gens ont besoin de relations. Thierry. Oui, bonjour. Bonjour aux têtes connues, là, Caroline et Véronique. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Voilà, donc moi je suis volontaire permanent d'ATD Quart-Monde depuis longtemps. Et en ce moment, je suis vice-président. Vous m'entendez? Oui. Oui, ça a l'air, d'accord. Donc, je suis vice-président de la Fondation ATD Quart-Monde depuis pas très longtemps, et Pierre-Yves Madinier, donc, est président d'ATD Quart-Monde. Donc, moi, je ne vais pas trop parler d'ATD, mais ce que je voulais dire par rapport à la présentation de Pascal Novelli, donc d'abord les bravo pour tous ces chiffres, et on en a besoin pour le plaidoyer, ça vous avez raison. Moi, ce que je me disais par rapport à… Dans ATD, on s'efforce vraiment de croiser le savoir, nos savoirs, avec les savoirs des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les gens, à force de vivre dans la grande pauvreté, ont tout un savoir que nous, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, on n'a pas leurs conditions de vie, même si on essaye de comprendre et tout. Et comment, dans nos associations, les fondations, on cherche à ce que les projets soient vraiment définis avec les personnes elles-mêmes, et parce qu'on dit, on voyait écoute, accueil, et moi je me dis écoute, accueil, réciprocité, c'est le fameux j'ai besoin de toi de l'abbé Pierre, mais et nous, on cherche vraiment, il y a vraiment une volonté que les plus pauvres aient la parole et qu'ils soient entendus. Alors, voilà, ça c'était un premier point. Le second point aussi, on voit dans le plaidoyer qu'on mène, on a fait une contribution à l'évaluation du RSA avec la Cour des comptes. Et donc, le rapport qui a été présenté par les personnes elles-mêmes a impressionné je ne sais pas comment on dit, les juges ou les magistrats de la Cour des comptes. Et ça, c'est quand les gens sont avec nous, qu'on est ensemble pour défendre un dossier, ça change tout, quoi. On ne peut plus parler pareil si les gens sont là, quoi. Et après, la question suivante, tout à l'heure, Véronique, tu disais, on doit faire changer les choses. Quelle place on donne vraiment pour que les personnes qui sont dans la situation de pauvreté aident à changer la société. Je veux dire, je ne sais pas comment vous allez orienter la suite des travaux, mais évidemment, on ne peut pas rester à des constats statistiques. Parce que les gens ne sont pas des moyennes, et les gens doivent avoir la parole, de pouvoir contribuer. Voilà, c'était un peu ce que je pouvais dire rapidement. D'autant plus rapidement qu'il faudra que je vous quitte à 10h moins le quart. Voilà. D'accord, merci beaucoup Thierry. Pascal, tu as la main levée. Vas-y. Oui, justement, je voulais répondre. Merci beaucoup Thierry. Et on en parlera le 8 mars de cette recherche, mais j'ai eu la chance de participer à une recherche en croisement des savoirs avec ATD et l'université d'Oxford, recherche qui s'est menée dans 6 pays. J'ai fait partie de l'équipe France et on a pendant 3 ans travaillé de bout en bout en croisement des savoirs. On vous précisera le 8 mars comment ça s'est passé. Et en effet, vous avez raison. Ces apports mutuels sont vraiment extrêmement importants pour comprendre les choses et pour avancer. Et il y a des suites en ce moment, il y a la consultation dont vous avez parlé, et en ce moment, l'INSEE s'est rapproché d'ATD et du Secours catholique, et on est dans une phase de travail là, de 6 mois avec l'INSEE et des groupes de personnes en situation de pauvreté pour essayer de voir ce qu'on peut apporter à l'INSEE, et ce qu'ils peuvent, évidemment, ils peuvent nous apporter plein de choses, mais ce qu'on peut apporter
pour que les personnes participent aussi à la mesure de la pauvreté, puisqu'il y a cet acquis d'expérience qui permet de poser des choses que l'INSEE ne serait pas en capacité de poser. Donc, en effet, c'est une grande, voilà, une grande préoccupation avec ATD. Et puis, au Secours catholique, on tente des choses aussi, même si, évidemment, le croisement des savoirs, c'est ATD et c'est vraiment quelque chose à vivre. Personnellement, moi, je pense que ça a changé vraiment ma vie aussi. Alors, Thierry, merci beaucoup de votre remarque. Alors, tout le monde n'était pas là le 14 octobre, peut-être. Et je juste dire un tout petit mot avant de vous laisser la parole. C'est qu'en fait, ce cercle, c'est le nom qu'on donne au CFF, mais c'est plutôt un chemin. Donc, c'est-à-dire qu'on va cheminer ensemble. Et l'objectif, évidemment, ce n'est pas uniquement d'être dans la théorie, dans les chiffres, c'est important pour le plaidoyer, pour bien comprendre la situation. Mais en fait, je n'ai pas présenté tout à l'heure Yann Le Bossé qui est avec nous. Et Yann et donc, merci à Yann d'être là parce que là où il est, c'est-à-dire au Québec, il est 2h30 du matin, enfin maintenant il est 3h30. Et Yann fait partie de ce cercle en tant qu'expert comme Véronique, Caroline et Pascal. Justement pour aussi nous initier, on le verra, enfin, en tout cas nous éclairer, si on le souhaite, notamment le 9 juin, au développement du pouvoir d'agir. Donc, une notion très, très importante pour justement faire venir et partir des gens qui sont dans une situation de grande pauvreté ou de fragilité humaine. Je ne sais pas, Yann, si tu veux dire un mot maintenant, parce qu'il y a une porte d'ouverte. Donc, voilà, Yann. Oui, bonjour. Bonjour Yann. C'est bien intéressant. Je reprendrai l'expression de Véronique, il faut que ça change. J'ai envie de répondre chiche. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ça change, mais il faut qu'on trouve un moyen de s'y prendre pour que ça change vraiment. Et ça fait 25 ans que je travaille sur cette question du pouvoir d'agir, c'est-à-dire sur la façon dont on peut permettre aux personnes d'agir non seulement pour pouvoir obtenir des changements, mais aussi pour pouvoir restaurer leur rapport à l'action. Parce que le rapport à l'action est déterminant. On a parlé de dignité, quand on parlait de pauvreté, la dignité est enracinée sur le regard des autres et sur son regard à soi par rapport à l'action. Ce que j'ai réussi, ce que je m'attribue comme succès, ce dont je suis fier. Et en fait, c'est la question qui se pose ici, c'est devant le constat, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut agir. Mais il s'agit d'agir de façon stratégique, c'est-à-dire de déterminer le changement qu'on peut initier et de l'initier. Donc de passer du constat à l'action collective dans le cas du cercle. Donc ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'ensemble, en travaillant ensemble, on peut faire pour que ça change. Et c'est là où l'approche centrée sur DPA, le développement du pouvoir d'agir, a un intérêt, c'est qu'elle a développé une façon d'aborder les situations les plus complexes qui permet de passer directement aux conditions du changement. C'est-à-dire qu'en fait, on y va pour vrai. Ça ne veut pas dire que quand on parle, on ne change pas pour vrai, parce qu'on change nos perceptions et nos façons de nous positionner, mais on va beaucoup utiliser la réalité quotidienne, le rapport à l'action comme vecteur de changement. Je voulais terminer aussi en disant que la question de la parole, c'est le premier des pouvoirs d'agir, c'est le pouvoir de se nommer. Ce qui est très bien avec ATD Quart-Monde, c'est que les gens sont en situation de pouvoir se dire avec leurs mots et de ne pas emprunter le mot des autres, le mot des autorités ou le mot des stéréotypes pour pouvoir se décrire. Or, une des choses qu'on constate dans les rapports aux services ou aux accompagnements qu'on offre dans la société occidentale, c'est que les gens sont obligés d'emprunter les mots des professionnels pour se nommer. Ils sont obligés d'utiliser le langage des intervenants et se retrouvent aliénés une deuxième fois parce qu'ils sont pris dans une situation où ils ne peuvent même pas se dire comme ils sont. Il faut qu'ils trouvent une façon de se faire comprendre en empruntant le langage de l'autre.
Donc, la parole, elle a une fonction non seulement déclarative, mais elle a aussi une fonction identitaire, de retrouver ses propres mots. Donc, en fait, juste pour dire que mon désir, c'est de vous aider, de nous aider, je m'inclus là-dedans, à agir ensemble de façon stratégique et efficace pour produire un changement. Merci Yann. Dominique. Je suis désolée, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je ne peux pas ne pas réagir à ce qui vient d'être dit parce que ça me touche. Et en plus, moi, je pense qu'effectivement, c'est important, au-delà du constat, d'essayer de voir ce qu'on peut faire chacun, nous, à notre niveau. Et moi, je voulais juste vous parler d'une piste là qu'on a mis en place avec ATD Carmonde, justement. Moi, j'apprécie énormément le travail d'ATD Carmonde. On a eu un projet, d'ailleurs, à la Fondation, mais là, c'est en tant qu'entreprise, c'est que nos consultants se sont intéressés de très près au modèle de management inclusif d'ATD Carmonde. Ils ont été en immersion, enfin une petite équipe en immersion pilote pendant 6 mois chez ATD Carmonde pour essayer de comprendre justement comment, au lieu, comme vous le disiez précédemment, au lieu que ce soit notre modèle à nous d'entreprise, disons notre vocabulaire qui soit dominant, plutôt de partir de personnes très éloignées de l'emploi à partir du modèle d'intégration bienveillant et très ouvert d'ATD Carmonde pour comprendre comment on pourrait l'intégrer dans l'entreprise. Et je trouve que c'est une piste, hein, mais du coup, l'objectif de nos consultants, c'est de travailler sur l'employabilité à long terme des populations fragiles. Et on est en train justement de regarder ce qui peut être fait grâce, alors j'espère que ça ne va pas vous choquer par rapport à ce qui était dit avant, mais grâce toujours à ce qu'on peut appeler un compagnon numérique qui pourrait les accompagner dans ce trajet grâce à notamment l'intelligence artificielle, mais avec toujours à la base, bien sûr, toujours l'humain. Et c'est un travail qui est fait avec des gens issus de la précarité. Donc, c'est très intéressant. Voilà, je termine là-dessus. Merci, Dominique. Alexandre, vous pouvez nous expliquer votre question dans le chat? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur de la fondation d'une structure que je pense certains d'entre vous peuvent connaître ou d'autres ne connaissent pas encore. C'est encore récente. C'est la Fondation hospitalière de la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale, qui est portée par l'hôpital de Nanterre, le CACH de Nanterre, que certains connaissent probablement, et qui donc a pour mission de promouvoir la recherche-action dans le domaine de la lutte contre la précarité. Et nous, on est en permanence dans nos développements-là. On a ce sujet en tête qui est de l'importance effectivement de documenter, analyser les actions et de lutte contre la précarité et donc en tirer des enseignements sur leurs effets par rapport aux personnes accompagnées, mais aussi de fait cette position d'analyse, le risque de prendre une distance par rapport au sujet, par rapport à l'action concrète et aux personnes accompagnées elles-mêmes, et donc comment impliquer les personnes dans la démarche. Et donc, c'est notre problème à nous, qu'on n'a pas encore totalement résolu, mais aussi par rapport à ce cercle, par rapport à la discussion en cours. Je partageais la même remarque qui est effectivement le fait de réfléchir ensemble sur les fragilités, sur les personnes, etc. L'intérêt d'y faire participer les personnes elles-mêmes. Et c'est le cas, il y a des structures qui se développent, qui existent, et notamment le CNPA qui se positionne sur une voie de la réalité, on va dire. Et donc, je me posais la question si par rapport à ce cercle, c'était quelque chose qui était envisagé ou pas. Donc, je me dis que c'était une contribution à la réflexion qui est en cours. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, c'est exactement l'esprit du cercle, hein. Donc, en fait, dans ce chemin, parce que vraiment, c'est vraiment un chemin, donc on marche ensemble et on a tous des idées, on a voilà. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est de travailler sur la très grande pauvreté, parce que si on ne fait pas la très grande pauvreté, je crois que c'est Joseph Risquet qui disait que on ne s'en occupe jamais. Il faut vraiment aller d'abord au plus profond, et ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi donc se mettre d'accord sur le vocabulaire, la grammaire qu'on utilise, parce que il y a des mots valises, comme le dit Yann, il y a des mots. Alors,
si souvent on faut se mettre d'accord sur ce sur quoi on est d'accord et d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Yann proposera donc une journée qui aura lieu le 9, mais ensuite, pour ceux qui le souhaiteraient, et si c'est un désir, si ça me semble utile, une initiation à l'approche du développement du pouvoir d'agir. Et on va ensuite co-construire en marchant. C'est-à-dire qu'Alexandre, voilà, vous avez une idée qui semble voilà, intéressante, etc. Eh bien, on va pouvoir avancer en 2023 ou en 2020, vous voyez, et créer quelque chose. Voilà. Donc, l'idée n'est surtout pas d'être descendant. Là, aujourd'hui, on l'est un peu, mais dès le 8 mars, on souhaite que tout le monde participe et qu'en fait, il y ait des contributions très concrètes. Et entre autres aussi, qu'on aille voir, qu'on aille rencontrer sur le terrain des associations, voilà, pour s'enrichir et se poser la question au final, chiche, est-ce qu'on bosse un peu ensemble? Vous voyez, ce qui n'est pas évident. Hein. Donc, et là-dessus, il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas évident. Voilà, parce que tout le monde a plein de boulot, tout le monde a ses causes, donc ils peuvent aussi nous… Mais qu'est-ce qui peut être notre plus petit dénominateur commun et nous faire être encore plus au service de ces personnes, parce que c'est ça l'objectif. Bien sûr. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Caroline. Oui, alors, il faut que j'active le son. Non, c'est bon, on t'entend. Oui, j'ai mis sur le chat, je ne sais pas si c'est clair, qu'en fait, à TD Carmonde, ils m'ont demandé il y a 2 ans de faire un petit film qui raconte la recherche dont Pascal a parlé tout à l'heure. Hein. Cette recherche avec croisement des savoirs qui s'est déroulée pendant 3 ans. Et comme moi, je trouve toujours que les vocabulaires sont un peu abscons quand on parle de croisement des savoirs, partage des savoirs. On vous montrera à notre prochaine rencontre ce film et vous allez voir incarné dans les témoignages et les dialogues qu'il y a entre des personnes pauvres, des chercheurs et des travailleurs sociaux, comment ils ont réussi à co-construire ensemble ce qu'ils appellent les nouvelles dimensions de la pauvreté. Et vous allez voir que les conclusions de cette enquête sont absolument passionnantes, hein, parce qu'évidemment, elles vont bien au-delà des idées qu'on peut avoir de manière, je dirais, plus rapide, à savoir que lorsqu'on est en situation de pauvreté, on a besoin d'une maison, on a besoin de manger, on a besoin de vêtements et on a besoin d'écoute, hein, et qu'on soit gentil avec nous. Et ben, vous allez voir que ça dépasse mais très très largement tout ça. Et donc voilà, je voulais juste vous dire ça parce que c'est un petit teasing pour la prochaine rencontre entre nous. Voilà. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions sur le rapport, sur tout ce qui s'est dit, sur le développement du pouvoir d'agir, sur les pauvretés? Ah, ça y est, je suis revenu. Je vous avais perdu. Peut-être, moi, je veux peut-être revenir aussi sur, bon, d'abord les chiffres du Secours catholique qui sont quand même assez vertigineux. Je crois qu'il ne faut pas qu'on les gomme trop vite quand on dit qu'il y a 27% des personnes qui, en France, en 2021, sont en insécurité alimentaire grave. C'est quand même terrible. Donc, je crois qu'il ne faut pas minimiser ces chiffres et montrer, alors Pascal l'a très bien montré, qu'effectivement, les petits changements apportés par le gouvernement pendant le confinement, c'est-à-dire par exemple l'automaticité du renouvellement des droits, etc., que les associations demandent depuis toujours, on voit que ça facilite un tout petit peu l'accès aux droits. Voilà, et que ça évite des catastrophes, de ruptures, de gens qui se retrouvent sans rien. Voilà. Et donc, on voit comment le gouvernement a effectivement accepté des mesures conjoncturelles, donc renouvellement automatique, des primes, 2 petites primes, bon, voilà, mais refuse toujours les mesures structurelles sur la question de la pauvreté, avec par exemple un accès automatique au RSA, basé sur la confiance. Dans le petit film, c'est le mot qui est répété, confiance, confiance, confiance. On fait confiance aux gens, on leur donne le RSA s'ils pensent qu'ils y ont droit et que voilà, c'est urgent.
ça n'exclut pas évidemment les contrôles a posteriori et tout ce qui va bien. Mais là, on est plutôt dans notre société, on fonctionne plutôt sur la défiance. Prouvez-moi que vous êtes pauvre, faites-moi un dossier en 12 pages et je vous donnerai le RSA. Donc voilà, je trouve que le rapport est quand même, comme toujours, extrêmement éclairant et doit nous réveiller. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'intervention de Martine là, dans le petit montage qu'a fait Jean-François. Donc Martine qui est en image fixe. Depuis cette photo, elle a un peu vieilli, parce que Martine est une amie là, depuis 4-5 ans. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés, mais on est extrêmement proches. Donc c'est une femme extraordinaire, mais extraordinaire, qui a vécu des choses atroces. Enfin, peut-être qu'on en reparlera là, aussi la prochaine fois. Elle a voulu, pour le bien de ses enfants, quand elle était perdue, elle avait 20 ans, 4 enfants, elle était toute seule. Pour le bien de ses enfants, elle a voulu les confier à la DAS. Sauf que la DAS n'a jamais voulu lui rendre. Elle a mis des années à lui rendre. Elle a dit non mais Madame Fernet, vous n'êtes pas stable, on ne peut pas vous rendre vos enfants. Donc elle a vécu donc cette grande violence et elle parle beaucoup des souffrances intérieures. Elle dit le pire, c'est les souffrances intérieures. Ce sentiment d'abandon. La plus grande galère, c'est l'abandon. Je me suis sentie abandonnée, alors je ne me souviens plus de sa petite enfance si elle a été abandonnée, mais en tout cas, j'ai dû abandonner mes enfants. Et donc, moi, ça m'intéresserait qu'on réfléchisse, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, avec les fondations qui sont présentes ici, qui sont dans des programmes d'aide aux personnes, qui sont tous vertueux et qui sont voilà, très riches, etc. Mais comment, dans ces programmes, est-ce que c'est possible d'ailleurs, on fait droit à cette souffrance intérieure, qui est celle aussi de Mohamed dont tu parlais, Jean-François, qui disait mais tu peux pas comprendre ce que c'est que d'avoir la peur au ventre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc comment on fait droit à travers des actions à cette souffrance intérieure et à ce besoin d'écoute qu'on retrouve au Secours catholique d'année en année. La première demande des gens, c'est être écouté, considéré, accueilli gratuitement. Voilà. C'est ça la demande première. Donc, comment on peut faire droit à ça à travers des programmes qui, pour une fondation, doivent être quand même assez structurés avec voilà, une démarche de projet, des résultats, des chiffres, ce qui est tout à fait légitime. Voilà. Donc, je trouve que c'est complexe et peut-être c'est une des questions auxquelles on pourrait réfléchir dans notre cercle. Tout à fait. Et aussi les propositions que peuvent avoir. Enfin, moi, c'est ça qui m'a toujours frappée en termes de témoignages. Je vais vous apporter un petit exemple. Les propositions qui peuvent être faites par les personnes elles-mêmes. J'avais interviewé une maman dans une maison Carmonde il y a quelques années qui racontait comment, quand elle était enfant, ils allaient au secours populaire ou au secours catholique, je ne sais plus, pour chercher des vêtements. Et elle disait, on prenait des pulls et tout, mais quand on rentrait à la maison, ma mère, elle détricotait les pulls pour les retricoter, pour dire que comme ça, c'était nous qui les avions... Enfin, c'était vraiment pour nous. Et ça m'avait énormément frappée. Vous voyez, c'est des petites choses, mais ça nous indique quand même quelque chose. De même qu'elle disait, la dame, elle me disait de prendre des chaussures trop grandes pour moi, comme ça me durerait plus longtemps. Moi, j'avais mal aux pieds et ma mère, elle disait, quand tu vas sortir de là, tu vas lever la tête. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas lever la tête. Et bon, voilà, ça vous paraît peut-être un mini-exemple, mais à partir de ces témoignages, je pense que ça nous indique aussi à quel point on a besoin d'écouter cet envers du décor et qu'il n'y a rien qui est en soi non vertueux, on va dire, mais qu'en tout cas, dans la compréhension qu'on doit avoir de ce que vivent les personnes en situation de pauvreté, on a toute une formation, toute une écoute, tout un changement de logiciel parfois à faire et qui sera pour le meilleur pour tout le monde. Voilà. Merci Caroline. Moi, je rebondis pour vous dire que c'est vrai que l'un des objectifs de ce cercle, c'est vraiment
c'est vraiment de partager, c'est vraiment toujours de partir de ces personnes, de les avoir vraiment au cœur et physiquement présentes. Et je le redis parce que je l'avais dit le 14 octobre, c'est un cercle où il y a de temps en temps, il faut accepter de perdre du temps parce que on a tous des trucs très particuliers, des causes très particulières. Sur les fragilités humaines, il y a plein de choses différentes, mais on peut apprendre de l'autre. Et en fait, en écoutant, et là, je me disais, c'est vrai que nous, on ne sait pas perdre de temps. Or, en fait, à toutes les personnes qui sont en fragilité humaine et en pauvreté, on n'arrête pas elles sont toujours en train d'attendre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a aussi, à travers ce chemin, ensemble, on ne va pas être dans l'action-réaction. C'est plus long que ça. Voilà. Donc, je le redis parce que ce sera une réalité de ce cercle. Délit. Oui, merci Jean-François. Non, c'était simplement pour réagir parce que moi, je découvre ce cercle. J'en profite pour remercier Jean-Marc, d'ailleurs, qui nous y a inclus très gentiment. Et puis, voilà, c'est je découvre un peu vos travaux. À Dominique pour une info aussi sur l'enquête de la Fondation Steria. Les témoignages sont poignants. Et puis, pour le chemin dressé par Yann de travaux pour mener à l'action. Donc voilà, moi, je suis vraiment ravi d'intégrer ce cercle, de voir les travaux. Nous, Finance et Pédagogie, comme Jean-François, vous disiez, on a un angle spécifique sur le sujet de la précarité économique, sur notamment la précarité budgétaire, donc l'approche budgétaire, la relation à l'argent. Et voilà, donc c'est bien de voir que peut-être on peut avoir des actions complémentaires entre tous. En tout cas, voilà, c'était juste un témoignage d'intégration et de volonté à travailler avec tous sur tous ces sujets importants. Merci beaucoup. Bart, vous avez écrit un message, donc éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Non, ça, c'est pas moi. Oui, ma question est, il existe les 17 objectifs du développement durable et le premier, c'est éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, avec un certain nombre de sous-objectifs assez précis, assez techniques. Et par ailleurs, dans l'objectif 17, qui est d'organiser les travaux, vous avez quelque chose qui est assez précis, qui dit l'objectif 10, sous-objectif 17, encourager et promouvoir les partenariats publics, privés et avec la société civile, c'est-à-dire les fondations et les associations telles que les vôtres. Ma question est, on a des outils statistiques, on a des études, est-ce qu'il existe une concertation pour modéliser les bonnes pratiques qui puissent servir de format, de guide pratique, et afin de pouvoir diffuser les bonnes recettes de résolution ou d'amélioration de situation, parce que ça me paraît être complètement dans les appels de l'objectif du développement durable 1, et en particulier les sous-objectifs spécifiques faisant appel à la société civile. Donc, je voulais savoir s'il y avait un début de réflexion là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce qui notamment m'intéresse. Alors, j'ose répondre que il y a un début, parce que là, vous posez. Donc, c'est déjà un début. Est-ce que d'autres veulent répondre par rapport à l'ODD 1 et l'ODD 17 et ce cercle, comment on peut y bosser, comment on peut y contribuer? Je peux peut-être donner des petits éléments. C'est une question un peu complexe. Alors, c'est bien de rappeler que l'ODD numéro 1, c'est d'éradiquer la pauvreté, parce que tout le monde oublie toujours. Et donc, le développement durable, c'est d'abord traiter la question de la grande pauvreté. Ça, il faut toujours se le redire. Je ne sais pas s'il existe un guide des bonnes pratiques, parce que malheureusement, chacun veut toujours réinventer les choses, et parce que c'est humain, et on pense qu'on a la meilleure idée du monde, et on a envie
de faire des choses que personne n'a jamais fait. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le prendre avec humour et en disant que c'est très humain. Je pense qu'il y a plutôt des chemins et des sillons qui se creusent au fur et à mesure des réflexions. Je prends l'exemple du Secours catholique, qui est celui que je connais un petit peu. Donc, il y a quelques années, la pratique dominante, c'était de distribuer un peu d'alimentation. Ce n'était pas l'activité essentielle, mais bon, il y avait beaucoup de distribution. Après, on s'est dit, quand même, ce n'est pas digne cette distribution, on va faire des épiceries sociales. Donc, on a fait des épiceries sociales et on se disait, bon, c'est vachement bien parce que les personnes payent quelque chose, elles choisissent, sauf que c'était toujours des épiceries pour les pauvres, où ils étaient entre eux et ils n'avaient pas accès à tous les produits, et voilà. Mais bon, on était un petit peu sur le chemin d'une forme de dignité, de participation, etc. Et puis maintenant, on réalise qu'il y a tout un travail de réflexion très approfondi sur la question alimentaire, qui reste prégnante. On se dit que ce qui est vraiment digne, c'est d'avoir des épiceries solidaires ouvertes à tous, où tout le monde peut venir. Les gens du quartier, les personnes âgées, les étudiants et des personnes en grande précarité, mais qui payent à la caisse avec un système d'abondement du conseil départemental ou de la mairie ou que sais-je, mais c'est invisible. Ils sont un client parmi d'autres. Alors, c'est des petites épiceries qui sont souvent coopératives, donc ils participent à la vie de l'épicerie, ils participent aux repas partagés, etc. Et donc, on voit que la question de l'alimentation, en écoutant les personnes les plus pauvres, justement, qui me disent « Mais attendez, les distributions alimentaires, c'est indigne, on ne veut plus y aller. On ne veut plus y aller, c'est la honte. » Donc, en écoutant vraiment les gens, je pense qu'on chemine et on va vers des choses qui sont plus justes, qui respectent la dignité des gens, tout en répondant à cette question d'alimentation, mais davantage autour d'expériences partagées, de repas partagés, de jardins solidaires. Alors, là-dedans, il y a des milliers d'initiatives qui ne sont pas répertoriées dans un grand guide des bonnes pratiques. C'est pour ça que c'est aussi une démarche qu'on peut faire ensemble, comme le disait Jean-François, c'est d'aller visiter des bonnes pratiques. Par exemple, je pense à l'épicerie, ça s'appelle Ma Petite Échoppe, je crois, à Antony. Donc, c'est l'équipe qui a monté une épicerie accessible à tous à Antony, et en particulier à des personnes en précarité. Bon, peut-être que c'est intéressant qu'il y ait un petit groupe qui aille les voir en disant « Mais comment vous avez fait? Comment vous avez construit ça avec des personnes en situation de pauvreté que vous avez écoutées, qui vous ont dit ce qu'il fallait faire et pas faire, etc. » Voilà, je pense que c'est peut-être une démarche qu'on peut se proposer mutuellement ensemble, d'aller visiter des lieux où on voit que c'est la question de la dignité qui est centrale, et de l'écoute, de l'expérience des personnes en précarité, et qu'à partir de là naissent des solutions innovantes. Moi, j'appuie juste avant de donner la parole à Joséphine, mais en modifiant juste un mot. Je pense que ce chemin, ce cercle, doit être extrêmement concret. Alors, il y aura des apports à un moment donné avec le DPA, etc., sur des stratégies, mais en fait, ce n'est pas d'aller visiter, c'est d'aller plonger. En fait, il faut prendre le temps. Vous voyez, et parfois, on est tellement toujours pressé, qu'on ne prend pas le temps. Or, en fait, le temps est un facteur déterminant pour pouvoir comprendre et redonner la dignité aux gens. Moi, dans mon activité dans l'association de Rocher, quand je fais venir des gens, et je leur dis aux gens, venez plonger au Rocher. Et en fait, on les met en situation, et ils vont forcément vivre des choses dans la journée, de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient jamais rencontrées, et qui, par une confiance qui va s'installer, le dialogue. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça nourrit les gens. Et je pense que, j'en suis convaincu, mais après, ce sera évidemment à la liberté de chacun, mais d'organiser ces plongeons, d'organiser, d'aller passer du temps dans un EHPAD pour comprendre ce qui s'y passe, dans un lieu où je pense à Kerpap, ou des gens qui ont eu des accidents graves, etc. Comprendre, mais oui, il faut passer du temps. Oui. Parce que dès qu'on est en visite, pardonnez-moi, mais ça fait zoo. Oui, on vient voir. Non, je ne viens pas voir, je viens t'écouter. Et pour écouter, il faut du temps.
Donc, c'est vraiment une posture en fait, qu'on doit prendre ensemble pour ensuite, c'est le rêve, hein, c'est un rêve qu'on a envie d'incarner, se dire est-ce qu'on peut faire des choses ensemble et au service de ces personnes. Alors, Joséphine, vous aviez un témoignage. Oui, tout à l'heure, j'ai levé la main. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que Véronique Fayet a dit à 2 reprises, de voir comment est-ce qu'on tient compte de ce besoin d'accueil et de prendre la personne dans sa globalité dans les projets qui nous sont soumis. Alors, nous, la Fondation du Cèdre, on soutient des projets plus spécifiquement d'écologie intégrale, mais donc qui prennent en compte toutes ces dimensions-là, justement. Et un petit témoignage que je voulais vous partager, c'est qu'un des projets qu'on a soutenu récemment, c'était un vestiaire solidaire, c'était la reconstruction d'un vestiaire solidaire quelque part en France. Et justement, une des questions qu'on leur a posées et là où on a été hyper attentif dans leur projet, c'était de voir comment ils prenaient en compte la globalité du parcours de la personne qui allait chez eux et pas juste de les rhabiller. C'est hyper important, bien sûr, de leur donner des vêtements, des habits, des produits de première nécessité. Mais on a été très attentifs, ça les a surpris. Ça les a un peu bousculés et ça leur a permis quelque part de conscientiser encore plus quelque chose qu'ils faisaient peut-être de façon naturelle, mais pas forcément de façon très affirmée et affichée. Et le fait de les questionner là-dessus, d'être attentif sur ce parcours global de la personne et justement le temps d'accueil de la globalité de la personne dans toutes ses dimensions. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous questionne de plus en plus, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je fais partie de ce cercle-là. C'est quoi la bonne façon de mettre en place un projet pour les personnes en situation de très grande précarité? Comment est-ce que nous, Fondation, en tout cas nous, Fondation Cèdre, on va questionner les projets pour être attentif à ce que ça réponde vraiment aux véritables besoins de la personne, enfin, des personnes accueillies en tout cas dans ces projets. Voilà, donc c'était un petit témoignage pour dire qu'on essaye de le faire à notre mesure. Il n'y a pas un process très établi, hein, et c'est vrai que ça prend du temps. C'est peut-être assez, pour l'instant, on le fait avec notre bon sens et